que je vais peut-être modifier un petit peu le titre pour vous parler donc de la confiance, défiance et trahison dans la relation primaire et dans le couple. Et l'incestuel interviendra au cours de mon topo. Alors je crois que rien ne pourrait nous persuader de savoir ce qu'est la confiance, sinon la relation amoureuse, et plus avant la relation primaire du bébé au sein de sa mère. L'hypothèse que je soutiens est que la rencontre amoureuse fait référence à la relation primaire qui lui donne tout son élan et toute sa couleur. La relation idéale mère-bébé peut servir de paradigme à la rencontre d'un couple. C'est cette séduction dite narcissique que nous qualifierons de séduisante, qui conditionne et met en place une sécurité de base, indispensable à un bon développement, et surtout en sa confiance dans le monde, au sein des bras qui l'entourent, et qui, en conséquence, lui donne le sentiment qu'il ne pourrait rien lui arriver et qu'il se sent à l'abri de tout. Confiance. La confiance, c'est initialement la croyance en la fiabilité de ceux qui nous ont mis au monde, qui servent d'été à la constitution de notre psychisme. Celle qui précède l'assurance qui peut donner à l'enfant de bonnes identifications et la certitude d'avoir à la base de son développement une sorte de garantie face à l'adversité. Cette séduction qualifiée de séduisante, présente dans le toucher et dans l'échange des regards, est à la base de la constitution d'un bon narcissisme. Comment... Alors, je m'excuse, mais je vois très mal, là, je ne sais pas ce qui se passe. Comment mener la défiance, hein? Nous venons parler de la confiance. Essayons de voir maintenant que finalement cette défiance, elle arrive avec la frustration et elle comporte dans un premier temps un doute qui advient en lieu avec quelques expériences de privation ou d'attente déçue. Cette découverte entame la sécurité de base. La défiance ouvre sur un début de soupçon, un doute surgit quant à la bonté et la pureté investies dans l'objet primordial. Tout se résume dans l'énigme: est-ce aussi beau dehors que dedans ? Un doute surgit qui concerne la beauté et la bonté de l'objet primordial. Avec la défiance, le sentiment d'insécurité s'installe et entraîne avec lui la désillusion, parfois insupportable, liée aux attentes insatisfaites. Une sorte de désenchantement apparaît et avec lui la menace, l'anticipation angoissée d'un abandon, voire d'une détresse insurmontable. Cet état s'accompagne de la conscience progressive de l'altérité de cet objet initialement confondu avec soi. Le familier devient étranger. Pourtant, la défiance, aussi douloureuse soit-elle, apparaît comme un moment nécessaire et indispensable à la croissance psychique, à la prise de conscience que cette mère, que l'on croyait tout ou partie être un autre soi-même, est quelqu'un d'autre, appartient à quelqu'un d'autre, et l'on doit y renoncer. Cette défiance est bénéfique à la possibilité d'une croissance psychique. C'est un moment difficile, mais nécessaire. Donc il s'agit du premier deuil à accomplir, deuil que Racamier qualifie de deuil originaire, deuil qui ouvre sur une poussée de croissance, mais qui n'est possible que dans le cadre d'une perspective oedipienne, c'est-à-dire quand le triangle oedipien est bien constitué dans la famille. Cette prise de conscience de l'existence du tiers, c'est le premier pas vers un processus de deuil de la relation de séduction séduisante dont nous avons parlé tout à l'heure. Il conduit au renoncement, à la fin de cette idylle primordiale qui donnait sens à sa vie.
Une souffrance inéluctable se fait jour, mais apparaît néanmoins comme un mal nécessaire pour se développer et s'ouvrir au monde. Mais cette prise de conscience n'est possible que dans le cadre d'une certaine structuration familiale, celle de la constellation oedipienne, impossible dans certaines familles que l'on qualifie d'antedipiennes. Dans ces familles antedipiennes, le tabou de l'inceste reste flou, le père est absent en tant que tiers, les différences de sexe, de génération, d'être sont effacées, toute loi susceptible de mettre des limites entre personnes, toutes ces lois sont absentes. Les places de chacun sont confondues, ces relations sont qualifiées alors d'incestuelles, en ce qu'elles se présentent comme des équivalents d'inceste, sans qu'il y ait pourtant un inceste avéré. Au sein donc d'Antedipe, le tiers est absent, ou ne compte pas. Le géniteur n'investit pas, ou n'est pas investi par la mère. La séduction initiale de séduisante devient alors séductrice. Nous sommes dans une situation familiale qui vise à épargner toute souffrance, celle de la défiance, du doute, de la suspicion, car dans Antedipe, l'interdit de l'inceste ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Avec Antedipe, c'est tout le cortège des émotions vécues, de haine, de jalousie, d'abandon, de tristesse et de deuil qui est expulsé. Antedipe survient quand le contexte familial ne favorise pas la séparation nécessaire évoquée précédemment. Ni la mère ni l'enfant ne peuvent renoncer à ces liens premiers, malgré la précession de la mère dans la symbiose, ni l'un ni l'autre ne peuvent survivre à la séparation, ni renoncer à un inceste qui ne dit pas son nom, mais que l'on peut considérer comme un équivalent incestueux. Comment sortir d'une telle emprise de l'adulte, sinon par une distanciation propre à un état de défiance? Seulement à condition d'en être capable, car la défiance est nécessaire, voire vitale, mais elle génère une conflictualité parfois insurmontable. Face à une séduction que l'on peut considérer comme séductrice, il faut à cet enfant, séduit, suffisamment de ressources psychiques pour pouvoir prendre la distance face aux agirs et à l'emprise dont il peut être l'objet de la part d'un parent, pas seulement de la mère, mais je veux dire de tous les membres de la famille. C'est le règne de la confusion pour lui. La défiance est le premier pas vers la prise de conscience de l'abus et le sentiment d'avoir été l'objet d'une trahison. Se défier de ces adultes ordinairement considérés comme protecteurs, voilà la performance à accomplir pour pouvoir s'en séparer et surtout aborder l'existence en tant que sujet et non pas en tant qu'objet. La prise de conscience d'avoir été trahi n'est possible qu'à la condition que s'installe la conviction que l'objet perçu jadis comme indemne de tout défaut ne vise en réalité qu'à satisfaire ses propres besoins et ne veut en réalité que son propre bien-être. Comment naît la trahison, sinon par la prise de conscience plus ou moins claire d'avoir subi un abus, d'avoir été utilisé au service du bien-être de cet autre. Je passe maintenant à la trahison. La séduction séductrice s'installe, mais le doute concernant la beauté et la bonté de l'objet est levé, avec la conviction d'avoir été abusé, victime d'une certaine perfidie. Le ver est dans le fruit. Avoir accès à cette trahison venue de l'objet aimé s'avère un moment nécessaire à sa propre survivance face à cette sourde menace d'anéantissement. Le problème est que cet enfant, victime de la séduction séductrice, peut être incapable de défiance et rester ainsi soumis à l'emprise du parent séducteur sans réaliser avoir été victime d'un abus.
Je passe maintenant à la difficulté de prendre conscience ou de réaliser qu'on a été abusé. La conscience de la trahison peut naître chez un enfant quand il réalise que l'autre, en qui il avait foi, n'est pas celui qu'il avait imaginé, un être fiable et protecteur, mais au contraire une personne qui ne vise qu'à l'assouvissement de ses passions. L'enfant vient au-devant de l'adulte comme celui qui va le protéger, avec une demande de tendresse et d'écoute, mais l'adulte sourd à cette demande et à cette qualité répond par un abus sexuel. La trahison n'apparaît qu'avec la prise de conscience que la défiance était légitime et la découverte que celui qui, en principe, vous veut du bien, ne souhaite en réalité que vous séduire et tirer parti de vous, faire de vous un objet ustensile au service de son plaisir ou de sa propre commodité. Voilà le comble de la perversion narcissique. Mais il est essentiel de voir combien cette prise de conscience d'avoir été trahi est difficile. En effet, l'enfant n'a pas facilement accès à la conscience d'avoir été trahi. Et quand il l'a, il peut s'empresser de l'effacer. Loin d'avoir un tel soupçon, il finit par endosser la culpabilité que l'adulte devait normalement ressentir. L'enfant victime d'un adulte abuseur s'éloigne de cette prise de conscience qui peut le faire douter de la réalité du monde. Le plus dur est de devoir renoncer à un état de félicité antérieure. Découvrir dans l'adulte une instance faussement protectrice, faussement aimante. Dénoncer la trahison, c'est lever le voile du mensonge. La question se pose de savoir ce que devient, au bout d'un certain nombre d'années, ce vécu difficile, propre à l'enfance, assimilable à un traumatisme, particulièrement quand le sujet devenu adulte se met en couple et envoie lui-même de devenir futur parent. Qu'en est-il alors de l'immense turbulence produite par l'arrivée d'un enfant dans un couple d'amants? Donc je passe à un autre versant, comme vous le constatez, à savoir celui du couple. Comme on l'a dit précédemment, la confiance est primordiale dans la relation amoureuse. Elle peut être de nature incestuelle quand elle se fonde sur un sentiment de gémellité qui efface toute différence, et notamment la différence sexuée. Cette incestualité conjugale fait obstacle à toute capacité d'engendrer. Aussi, l'arrivée d'une grossesse non seulement ébranle cette confiance de base, mais laisse place à la défiance qui peut aller chez le conjoint jusqu'à la conscience d'une trahison quand la séduction narcissique qu'il a vécue dans l'enfance et les traumas qui vont avec n'ont pas fait l'objet d'un travail de deuil. Procréer devient une menace qui effracte l'enveloppe conjugale. Alors maintenant, je vais vous donner un cas clinique qui illustre ce que je viens de dire. Le couple que je vais vous présenter est venu consulter il y a quelques années. Avec mon collègue, nous étions frappés par la dimension de transparence en rapport avec leurs similitudes. Ils avaient un caractère identique à la base de leur confiance réciproque. Nous avions affaire à un couple gémellaire. Mêmes études, même profession, des aptitudes similaires et même ambition littéraire. Il ne fait pas de doute que c'est la recherche de leur similitude qui a fondé leur relation amoureuse. Toutefois, ils viennent nous voir car ils ont déjà accompli une démarche de divorce. Leur demande est de comprendre ce qui s'est passé pour eux et de l'expliquer à leur fils plus tard. Ils ont vécu ensemble un certain nombre d'années, mais lorsque Clara est tombée enceinte, Martin a alors été pris d'une irrésistible envie de la quitter. Il est alors parti habiter chez son père. La grossesse de Clara a remis en question puis rompu la confiance réciproque du couple basée sur ce sentiment de gémellité. Un état de défiance s'est installé, basé sur la conscience d'une différence et l'introduction d'un tiers
un tiers alien, le mot vient du patient, dans la relation. Elle s'exprime donc chez Martin par une attitude phobique à l'égard du corps de sa femme. Cet être qu'il habite est pour lui assimilable à un alien. Il adopte alors l'attitude d'un humanoïde froid. C'est la froideur empreinte d'une certaine perversité envers les objets d'amour qui va prendre la place de la tendresse antérieure. Cette défiance est le moyen de se protéger et de s'interdire une quelconque attente face au partenaire qui a déçu. Elle impose un certain degré de désinvestissement de l'objet aimé. On n'attend plus rien de celui qui a représenté tout. Clara a insisté sur la façon dont Martin l'a quittée, sans aucun affect. Il aurait été parfaitement odieux dans sa froideur. Aucune empathie ne l'animait à son endroit. Il a été question de son côté autiste, froid, voire indifférent, dont il faisait preuve face à son épouse. Martin a pu évoquer la carapace qu'il aurait construite contre ses sentiments, de sa peur de la souffrance. C'est le règne de la froideur, empreinte d'une certaine perversité qui prend place en raison de la trahison dont il pense avoir été l'objet. La confiance est définitivement tarie envers l'objet ancien d'amour. Il faut se vacciner de tout affect pour ne pas souffrir de nouveau. Ce qui sera l'objet d'une découverte dans la cure, c'est que cette fuite de Martin va être associée à un vécu traumatique à l'âge de 4 ans. Son père a quitté le domicile au moment où une nouvelle grossesse arrivait, une grossesse de son épouse. Outre le trauma lié à la naissance du bébé, s'ajoutera le trauma d'un père qui disparaît sans un mot et sans explication. Une relation très fortement incestuelle s'est mise en place entre la mère et le fils du fait de la désertion de ce père. Il dit avoir été le sbire de sa mère. Puis des années ont passé. Martin et Clara se sont unis. Tout allait bien jusqu'à l'annonce de la grossesse qui a généré chez Martin un vécu de détresse inqualifiable, immédiatement projeté sur l'autre. La défiance est de mise. On dirait que Martin veut faire vivre à Clara ce qu'il a lui-même vécu lors de l'abandon du père. La haine commence à poindre face à la présence imminente de ce tiers gêneur qui détruit la symbiose du couple. Martin a adopté alors la froideur du serpent vis-à-vis de Clara, qui, enceinte, était au désespoir de se voir abandonnée. Quant à Martin, sa confiance est définitivement tarie envers tout objet d'amour. On peut dire que la perversité a été la manière de se couper de l'impact d'un traumatisme. Le traumatisme étant la trahison de ce père qui l'a abandonné. Si l'amour du couple est né d'un sentiment de totale transparence, avec l'annonce de la grossesse vient la désillusion qui résiderait dans le fait de se découvrir étrangers l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Dans le passage du duo au triangle, une angoisse terrible est née dans le couple face à l'engendrement. Elle l'a détruit. Ce moment est traumatique car il porte l'empreinte de tous les traumatismes passés, ayant quelques ressemblances avec ce qui se passe. Un vécu de perte et d'insécurité qui rappelle les pertes de l'enfance. L'abandon de son père alors qu'il était enfant, la vie dissolue de sa mère, le sentiment de sécurité a disparu avec ses deuils gelés et plus tard il disparaîtra au sein de ce couple. Une sorte de mouvement pervers s'ébauche alors dans la conscience d'avoir été trahi face à l'attente évidente de chacun des partenaires, celle pour chacun d'être le jumeau de l'autre. Conclusion. Qui n'a dans sa vie pu ressentir ces 3 modalités du lien émotionnel que peut connaître le fait d'être vivant ? Car elles marquent des étapes affectives qui ponctuent nos relations intrapsychiques et intersubjectives. Ces 3 notions déterminent des niveaux croissants
d'une affectivité qui s'étend de l'amour inconditionnel, lié à la confiance, jusqu'à la haine la plus tenace. On pourrait considérer que la défiance et la haine ne sont que des affects négatifs, impropres à la préservation de soi. Pourtant, je vois dans la défiance le rôle d'une sauvegarde de notre être au monde, et si je conteste la haine, je dois reconnaître en elle un affect parfois positif de survivance dans un contexte où ce qui est visé peut-être, c'est notre aliénation et conséquemment notre propre anéantissement. Je vous remercie.